Vous aurez Bamba Ndiaye dans ce grand journal. Cette fusion entre le MPS Selal, son parti, et l'alliance Soukali Sopi Doumarsar et compagnie pour former un nouveau parti politique. La bonne nouvelle pour les abonnés d'Orange, baisse sur les offres Illimix. Le forfait de 4 500 passe à 2 200 et celui de 7 500 va coûter désormais 5 500 francs CFA. Des annonces faites ce matin par le directeur général de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Le grand journal sur RFM, le journal international, sera présenté par Georges Détié-Diop. En Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz, pas encore au bout de ses peines, il a été entendu hier par la police des crimes économiques. Le coup d'État au Mali, la BCEAO rouvre ses agences dans le pays. Elles ont été fermées pour des raisons de sécurité. Vendredi, les chefs d'État de la CEDEAO vont se réunir sur la crise au Mali. La visioconférence était initialement prévue ce mercredi. Les sports, rendez-vous avec Chertigan Gagne. Messi sur le toit du monde à l'annonce de son départ du FC Barcelone. Les supputations vont bon train sur sa prochaine destination. Manchester City serait le mieux coté pour enrôler le prodige argentin. Nous allons aussi nous intéresser au football mauritanien dont le championnat va reprendre à compter du 4 septembre prochain. Les détails, ce sera dans ce journal. L'évolution de la pandémie de Covid-19 dans le monde, les derniers chiffres, c'est dans notre rubrique Coro News, présentation Binta Diallo. Et puis avant la fin de cette édition, point de vue, le débat du jour, les problèmes d'assainissement auxquels sont confrontés plusieurs villes, plusieurs quartiers du pays. C'est le grand journal, bienvenue, bonjour à tous. C'est ce soir à 21h à l'aéroport international Blaise Diagne de Dias que les dépouilles des 5 Sénégalais morts dans l'incendie de leur maison à Denver aux États-Unis arrivent donc au Sénégal. Les premiers éléments de l'enquête évoquent un incendie volontaire, criminel. La police américaine poursuit ses investigations pour arrêter l'auteur ou les auteurs de cet incendie, on le rappelle, qui s'est produit dans la nuit du 4 au 5 août dernier. Le verdict du tribunal de Thiès sur l'affaire Tobène est tombé, relax pour tout le monde. Des habitants de ce village qui s'opposaient à l'occupation de leurs terres par les ICS, les industries chimiques du Sénégal, à qui il a été octroyé une extension de 6 hectares. Et lors des opérations de délimitation, il y a quelques jours, la population locale avait tenté d'empêcher les autorités de le faire. Alors, 28 personnes avaient été arrêtées, les 21 ont été même placés en détention avant de bénéficier d'une liberté provisoire à l'issue de leur procès qui s'est tenu vendredi dernier. Verdict prononcé donc aujourd'hui, les 21 personnes relaxées au bénéfice du doute. L'un de leurs avocats, Maître Khoury Chiba, interrogé à Thiès par Cheikh Anta Diop. Le sentiment est mitigé parce que quand vous êtes relaxé au bénéfice du doute, vous êtes tout content parce que vous n'êtes pas condamné. Mais en réalité, vous êtes condamné au bénéfice du doute. Il y a une part de doute donc dans l'esprit du juge et c'est ce qui fait un peu mal dans ce genre de situation. Si vous faites le storytelling des faits, vous voyez que c'est des populations qui ont été vraiment d'abord spoliées, ensuite totalement maltraitées, leurs droits ignorés, leurs biens saccagés et donc on les arrête. Pour la plupart, on les torture dans les locaux pour les besoins de la garde à vue. Donc c'est quand même des gens démoralisés qui se demandent où est l'État qui devrait les protéger. Bon, à la fin, ils ont tout heureux parce qu'avant même tout cela, ils ont été mis en liberté provisoire, comme les textes le permettent. Mais aujourd'hui, moi, je m'attendais plutôt à une relaxe vraiment totale, une relaxe pure et simple. Cela dit, la relaxe au bénéfice du doute a des incidences. Pour tout procédurier, on sait ce que c'est. Parce que ça sous-tend que le juge, c'est la tautologie du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Voilà, donc vous pouvez être content, mais l'autre partie également peut être contente. Et dans ce dossier, je pense que s'il y a quelqu'un qui devait s'asseoir sur le banc des accusés, c'est bien les ICS, les industries chimiques du Sénégal. Maître Khoury Chiba interrogé devant le tribunal de grande instance de Thiès, où se déroule d'ailleurs un autre procès, celui des 3 jeunes de Thiar, Tilor, Mélinandakar.
Ils sont jugés pour association de malfaiteurs. Ces jeunes avaient menacé le gestionnaire du forage recruté par Aquatec, la société qui gère ce forage de ces villages. Le secteur de la justice toujours en eau trouble à la grève du Sud-Just. Il faut désormais ajouter le boycott des audiences par l'Union nationale des travailleurs de la justice. L'UNTJ dénonce le recours à des greffiers ad hoc. Le chargé de la communication de l'Union nationale des travailleurs de la justice, maître Massamba Alassane Ndiaye, il était l'invité de RFM Matin aujourd'hui et il interpelle le ministre de la Justice. C'est une situation déplorable et au niveau de l'Union nationale des travailleurs de la justice, un boycott est observé pour que ces ad hoc-là quittent les juridictions. Et vous dire que c'est manquer de respect aux travailleurs de la justice que nous sommes, mais également à l'opinion et au peuple sénégalais au nom duquel la justice elle est rendue. S'ils veulent être greffiers, bon, je pense que le minimum, c'est d'aller faire le concours, de réussir et de faire la formation. On ne peut pas comprendre, et ça c'est notre mal le plus profond, que le directeur du centre de formation judiciaire ait le toupet de dire que ces gens qui sont formés à moins d'1 mois sont aptes à remplir les rôles du greffier. C'est manquer de respect véritablement aux greffiers que nous sommes, aux travailleurs de la justice, mais également au peuple sénégalais. Jusqu'à nouvel ordre, nous boycottons les audiences. En tout cas, nous, à côté du combat que mène le Sud-Just, nous de l'INTJ, nous demandons au ministre de la Justice, parce que, et là c'est une confidence, même les présidents des juridictions ne sont pas d'accord avec ces greffiers ad hoc-là. Quand un ad hoc prend un dossier, le risque c'est que les conséquences derrière vont être désastreuses. Parce que les travailleurs de la justice, s'ils reprennent, ils ne vont jamais toucher à ce dossier-là. Ce qui veut dire, par exemple, si quelqu'un est condamné pour 10 ans, c'est un greffier ad hoc qui prend l'affaire, la grève est terminée, les travailleurs de la justice reviennent. Vous leur présentez le dossier, ils n'y touchent pas. De facto, ce dossier-là est plus ou moins frappé de l'autorité de la chose. Et même là, encore, il va falloir que la décision soit exécutoire pour produire ces effets. Et même cette décision-là ne va pas être exécutoire parce que les personnes préposées à faire ce travail ne le feront pas. Et justice pour les abonnés d'Orange dans leur bras de fer avec l'opérateur de téléphonie qui a décidé de renoncer à la nouvelle tarification de ses forfaits prépayés. Ainsi, la nouvelle offre à dominante voix coûte désormais 2200 francs CFA au lieu de 4500. l'Illimix 7500 passe désormais à 5500 francs CFA et avec plus de volume de communication. Annonce faite ce matin par le directeur général de l'ARTP, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, qui a tenu une conférence de presse. Amadou Sabarba. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes déboute Orange avec ses derniers tarifs Illimix. Après l'intervention de la RTP, l'opérateur Orange réajuste ses offres en faveur des consommateurs. Abdouli, directeur général de la RTP. Au profit du consommateur, les prix des deux offres décriées sont passés pendant la période de l'instruction des plaintes, respectivement de 1900 à 4500, finalement à 2200 pour l'offre à dominante voix, avec 50 minutes de communication voix, tout réseau en 6 et une baisse du volume data. Pour l'offre de 5900, elle est passée donc de 5900 à 7500 pour ensuite descendre à 5500 pour l'offre à dominante data avec 3 gigaoctets de données en sus et une baisse du volume de communication voix. De nouvelles offres alternatives, dont une à dominante voix à 2200 et une autre à dominante data à 5500. Tenant compte de l'injonction relative à la suspension à titre temporaire des offres décriées, la Sonatel a proposé l'introduction sur le marché de nouvelles offres alternatives et la RTP de rappeler son rôle d'encadrement des opérateurs téléphoniques. L'ensemble de ces mesures devrait permettre à l'opérateur de réajuster ses offres en tenant compte des préoccupations du grand public tout en conservant la liberté de suivre la dynamique concurrentielle du marché et en veillant à la qualité des services fournis sur laquelle nous serons intransigeants. Les nouveaux tarifs vont être appliqués dans les toutes prochaines heures, selon la RTP. Il est midi et 9 minutes sur RFM. Merci d'écouter le grand journal. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. C'est l'un des titres de cette édition et c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a donné la nouvelle. La progression du nouveau coronavirus a ralenti selon les données collectées la semaine dernière, une baisse de 5% des contaminations dans le monde. Toujours selon l'OMS, l'Afrique semble avoir dépassé son pic de la pandémie, mais attention au relâchement, prévient l'organisation. Explication à Wambaï. Même s'il y a une baisse des cas de Covid-19 de façon globale, il faut relativiser et étudier l'évolution pays par pays, d'après le chef du département de santé publique de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop, le professeur Ibrahima Seck. C'est
aussi un constat qui a été fait au niveau de la région ouest africaine. La surveillance épidémiologique de juin à août a montré effectivement, à partir donc de la 21e semaine, qu'il a commencé à avoir une baisse substantielle du nombre de cas déclarés. Si de manière générale, au niveau de l'Afrique, alors cette baisse existe, il faudrait la relativiser par une lecture critique au niveau des pays. Pour l'Afrique donc, le professeur Ibrahima Seck classe les pays de la CEDEAO en 3 groupes avec des courbes d'évolution différentes. Une baisse significative, une augmentation constante et un groupe intermédiaire où l'évolution est en dents de scie. Le Sénégal en fait partie. Je peux donner l'exemple précis du cas donc des 15 pays de la CEDEAO. Il y a 3 groupes de pays où l'allure de la courbe est complètement différente. Il y a un groupe de pays où l'incidence est en train de baisser carrément. Alors, on peut noter cela au niveau donc de la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Mali, le Ghana, le Libéria et la Sierra Leone. Il y a un deuxième groupe de pays où le nombre de cas déclarés évolue en dents de scie. Et dans ce groupe de pays, justement, on retrouve la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Par contre, il y a un 3e groupe de pays, je parle toujours des pays de la CEDEAO, où on a noté une recrudescence des cas positifs. C'est le cas de la Gambie et du Togo, par exemple. Pour le cas du Sénégal donc, il faut plus de vigilance et renforcer les mesures de prévention, d'autant plus que les cas issus de la contamination communautaire et le nombre de décès n'ont pas connu de baisse. Oui, attention, d'ailleurs, le bulletin du jour du ministère sénégalais de la Santé montre une hausse du nombre journalier de cas ces dernières 24 heures. Le porte-parole du ministère de la Santé, le docteur Mamadou Ndiaye. Sur 1384 tests réalisés, 130 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,39%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 74 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 55 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les localités suivantes. Guédiawaye en a 4, les Parcelles Assainies 4, Saint-Louis 4, Ziguinchor 4, Liberté 3, Mbao 3, Mariste 3, Thiès 3, Touba 3, Dieuppeul 2, Kaolack 2, Mbour 2, Ndofane 2, Ouakam 2, Tivaouane 2, Sicap Baobab 1, Cité Keur Gorgui 1, Kanel 1, Kédougou 1, Keur Massar 1, Mamel 1, Matam 1, Mermoz 1, Rufisque 1, Sicap Foire 1, Sokone 1 et zone de captage 1. 137 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 43 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce mercredi 25 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 13 186 cas ont été déclarés positifs, dont 8 852 guéris, 275 décédés et donc 4 058 sous traitement. La situation sanitaire et la prochaine année scolaire. La rentrée elle est prévue le 1er septembre au lycée français Jean Mermoz de Dakar. Mais les parents d'élèves ont de grosses inquiétudes à cause justement de la présence toujours sur le sol sénégalais du coronavirus. Ils interpellent les autorités pour le respect du protocole sanitaire. Patrice Zombré, président de l'association des parents d'élèves du lycée Jean Mermoz de Dakar. Avec le contexte actuel de la maladie, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes en ce sens que on ne sait pas vraiment si la rentrée est en mode présentiel, qu'est-ce qui va se passer. Nul ne peut prévoir ce qui va se passer. Cependant, en tant que parent d'élèves, et surtout pour ma part, qui suis un peu de la vieille école, l'école présentielle est beaucoup mieux indiquée pour nos enfants, parce que pour nous, ils apprennent mieux. Mais que faut-il faire? Il faut tenir quand même compte de la situation et aussi des dispositions ou disons des mesures que l'État sénégalais aurait décrétées. Néanmoins, il faut dire que nous, si les mesures sanitaires, les mesures de distanciation sont bien prises en compte et bien appliquées, il y aurait moins de peur. Mais il faut qu'on puisse s'en assurer. Il faut qu'on puisse s'en assurer parce que personne ne souhaite que la situation s'aggrave. Déjà, elle est grave,
On voit un peu les cas communautaires, comment ça évolue, et c'est même inquiétant. Même les écoles privées sénégalaises, elles sont pressées et semblent pressées, pour être précis. Précision donc de l'inspectrice d'académie de Dakar sur les nombreuses demandes formulées par beaucoup d'écoles privées pour démarrer l'année scolaire en septembre ou octobre prochain. Khadijatou Diallo oppose un niet catégorique parce que tous les établissements doivent se conformer au décret sur le réaménagement de l'année scolaire. Elle s'entretient avec Elhadji Ndiogu. Nous avons reçu beaucoup de demandes d'autorisation pour démarrer les cours de l'année scolaire 2020-2021 au mois de septembre ou en octobre. Nous tous, nous savons qu'au mois de septembre, nous avons le bac qui démarre le 2, le BFM qui démarre le 14, et nous serons en plein examen. Et puis, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a eu le décret qui est sorti dans un contexte de pandémie que nous connaissons tous. Donc, ce décret 2020-1487 que j'ai évoqué, qui est sorti le 26 juin, pour proroger donc l'année scolaire 2019-2020 et indiquer les dates d'ouverture le jeudi 5 novembre pour le personnel administratif et enseignant et le jeudi 12 novembre 2020 pour les élèves. Alors, je n'ai pas très bien compris pourquoi j'ai eu une floraison de demandes d'autorisation d'ouvrir au mois de septembre et au mois d'octobre. Il y a un décret présidentiel qui a fixé les dates d'ouverture et que moi, en tant qu'inspectrice d'académie, je ne peux pas aller à l'encontre de ce décret présidentiel. Concernant les écoles au programme français, qu'est-ce qui est prévu pour elles? Ça, c'est au-dessus de mes prérogatives, soit. Est-ce que vous voyez? Et je pense que là, avec peut-être nous aurons une séance de partage avec le ministère pour savoir la conduite à tenir. Mais moi, je m'adresse aux écoles qui sont sous ma responsabilité, qui ont le programme sénégalais. C'est une autre question. Et il va falloir que je continue à partager avec le cabinet pour avoir la conduite à tenir. RFM 94.0, la radio en puissance. Il est 12h17, le Grand Magal de Touba se prépare. L'édition de cette année va se tenir dans la première quinzaine du mois d'octobre. Le premier CRD, Comité régional de développement sur le Grand Magal, se tient ce matin à la gouvernance de Diourbel en présence de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le porte-parole du Khalife général des Mourides. Et quel est le menu de la réunion? La correspondance de Babacar Diouf. Ce sera une rencontre entre les éléments clés dans l'organisation du Magal de Touba et les services techniques régionaux impliqués dans la tenue des cérémonies religieuses. Cette année, comme jamais dans l'histoire du Magal de Touba, la réunion se fera à huis clos à la gouvernance de Diourbel. Les points les plus attendus dans les discussions porteront sur l'organisation technique du Magal. Comment faire pour faire respecter les gestes barrières pour éviter la propagation du virus. L'autre élément essentiel qui devra occuper une bonne partie des discussions portera à coup sûr sur l'assainissement de la ville de Touba en cette période d'hivernage. La question de l'approvisionnement en eau est aussi importante dans l'organisation du Magal de Touba. Il y a cependant une question essentielle à laquelle la réunion ne pourra trouver réponse. C'est la tenue ou non du Magal à bonne date. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Ila Touba, qui pour gérer l'autoroute qui relie la cité religieuse à Dakar, selon l'édition du jour du quotidien Source A, les Chinois qui ont construit l'ouvrage et qui en assurent jusqu'ici l'exploitation vont bientôt partir. Alors l'État sénégalais serait en train de chercher un nouveau concessionnaire. Question: quelle serait la meilleure formule? Quels pourraient être les principaux intéressés? Notre correspondant Mohamed Jodiop. Selon l'économiste Maïssa Babou, le retrait des Chinois de l'exploitation de l'autoroute à péage était prévisible au vu de la faiblesse du trafic sur cet axe. Les études qui avaient donné une prévision de 15 000 voitures se sont avérées n'être qu'à 7 000. Voitures, ce qui fait que l'investissement chinois extrêmement cher de plus de 400 milliards ne pouvait pas être rentabilisé qu'à un prix exécrable. Et c'est pourquoi il y avait même une augmentation de 700 francs en 2018. Cette situation, l'autoroute va la traîner comme un boulet, surtout dans la perspective d'une reprise par d'autres investisseurs. Quand toutes les prévisions n'ont pas été réalisées, je crois qu'il y a à craindre que beaucoup de personnes vont hésiter à entrer dans le capital d'une société qui n'est pas rentable. Babou pense que des correctifs peuvent être apportés, surtout
en se basant sur nos réalités locales. Si il y a une gestion locale, à part de nos propres réalités, moi je crois que c'est possible quand même de rectifier et de mettre quand même des hommes d'affaires sénégalais qui vont se regrouper pour prendre en main cette gestion. L'autoroute Ila-Touba, d'un coût de 416 milliards de francs CFA, a été inaugurée en 2018. Depuis cette date, ce sont les Chinois de CRBC qui en assurent l'exploitation. Mohamed Jodjob Touba, RFM. Et cette nouvelle qui nous vient de notre correspondant Richard Toll, le chavirement d'un pirogue à Roncre, bilan 3 morts, nous y reviendrons. Cette autre nouvelle paraît luisante, cette fois-ci qui nous vient du sud, un jeune de 18 ans poignardé à mort, un autre de 20 ans qui l'a poignardé. Le drame a eu lieu à Marsassoum, dans la région de Sédhiou. Le meurtrier présumé a été arrêté par la gendarmerie au moment où il tentait de s'enfuir vers Dakar, nous apprend Max Euclid de Kanfani. Dans l'actualité politique, le MPS Sellal et l'Alliance Sokhali Sopi s'unissent pour créer un nouveau parti politique. La décision fait suite à de larges concertations. L'objectif est de mettre à la disposition des Sénégalais, disait-il, une nouvelle force politique, une nouvelle offre politique capable de les aider à réaliser leurs aspirations fondamentales. Bamba Ndiaye, le secrétaire général du MPS Sellal, au micro-téléphone de Barthélémy Ngom. C'est un long compagnonnage avec le PDS et avec les amis qui ont fini par créer l'Alliance Sokhali-Sopi. Ce compagnonnage-là date d'avant même l'alternance de 2000 et c'est confirmé tout au long des 12 ans de pouvoir et c'est encore consolidé depuis 2012 dans l'alternance. Donc nous avons mené beaucoup de combats ensemble et c'est pourquoi quand Omar Sarr et l'Alliance Sokhali-Sopi nous ont approchés pour faire cette proposition, eh bien voilà, dans un sens ont estimé que c'était une proposition raisonnable qui va nous permettre de nous renforcer mutuellement et d'accroître les chances de succès de notre action politique. Comment comptez-vous y prendre si l'on sait que le terrain politique est presque saturé au Sénégal avec une pléthore de partis politiques? Vous savez, la démarche que nous avons engagée ne va pas se traduire par une augmentation du nombre de partis. Mais peut-être même si nous atteignons nos objectifs par une diminution, parce que nous espérons que d'autres partis vont encore nous associer à notre démarche. Et finalement, il y aura moins de partis. Maintenant, mais l'essentiel n'est pas là. Nous estimons que, à partir de ce que nous sommes, de ce que nous représentons dans le pays, nous sommes en mesure de construire, je ne dis pas le premier, mais en tout cas l'une des premières forces politiques de ce pays. C'est à ça que nous nous attelons. Et vous pensez pouvoir fédérer toutes les forces sénégalaises? Bon, peut-être pas toutes les forces nationales, mais en tout cas déjà un certain nombre de forces dans le cadre du parti que nous envisageons de créer dans les prochaines semaines. Et nous allons continuer notre combat de toujours qui est de rassembler les forces patriotiques. RFM. L'actualité internationale. Avec Georges Dekedjo, bonjour Georges. Bonjour Babacar. La Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz, pas encore sorti de l'auberge. Il a été de nouveau entendu par la police des crimes économiques. C'était hier mardi, mais l'ex-président n'a toujours pas coopéré avec les enquêteurs. Les détails avec Mohamed Diop. Comme à l'audition précédente, Mohamed Ould Abdelaziz accepte encore de déférer à la convocation, mais refuse de répondre aux questions des enquêteurs. En effet, l'ex-président et sa défense brandissent son immunité. Maître Taqiyullah Aïda. On a voulu lui poser des questions et il n'a pas voulu répondre parce qu'il a fait savoir aux enquêteurs comme quoi il est un ancien président et à ce titre, il jouit d'une immunité constitutionnelle prévue à l'article 93. Selon l'article 93, le président de la République ne peut être jugé que par la haute cour de justice et pour haute trahison. Mais cet article a une autre interprétation chez les avocats de l'État. Maître Yarba Ahmed Saleh. L'immunité prend fin au terme du mandat du président. Elle n'est pas liée à sa personne, mais plutôt à sa fonction. Donc, il est bien possible de le poursuivre après son départ du pouvoir devant des juridictions ordinaires. Pour rappel, Mohamed Ould Abdelaziz, des membres de sa famille et ses anciens collaborateurs, dont des ministres, sont cités dans le rapport d'une commission d'enquête parlementaire qui révèle des cas de détournement des biens publics. Mohamed Diop, Nouakchott,
RFM. En Mauritanie, toujours, les FPC, les forces progressistes du changement, dénoncent une reprise des opérations de spoliation et d'accaparement des terres des populations dans la vallée du fleuve. Ainsi, ce parti d'opposition apporte son soutien aux populations de la commune de Dar el Barka. Le porte-parole des FPC, Kao Touré, que nous avons joint en Suède, où il est en exil. Cela n'est pas quelque chose de nouveau, c'est une suite logique de la même politique programmée depuis la fameuse réforme de 1983 en Mauritanie, où le régime veut récupérer les terres des populations du site ou en voulant les transformer en ouvriers agricoles. C'était aussi l'une des explications ou des causes de la déportation des Négro-Mauritaniens en 1989 au Sénégal, où on a déporté les populations et on a amené d'autres colonies de peuplement, c'est le nom qu'il faut. Et maintenant, ils ont remis encore la même chose dans la région qu'on appelle Dar el Barka, dans le sud. Et les gens ont opposé au moins une résistance. Et nous, au sein des FPC, nous saluons cette résistance courageuse des populations. Et en même temps, nous dénonçons avec vigueur cette politique scélérate de privation et d'assujettissement des populations de la vallée. Notre réforme foncière aussi doit en tenir compte, surtout dans un souci de préservation de la paix sociale et surtout en associant les populations concernées pour la gestion et la préservation de ces terres. Et la suite de ce journal international, Georges Diop, le coup d'État au Mali avec la BCEAO qui a rouvert ses guichets. Après une suspension de son activité pendant 3 jours en fin de semaine dernière, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a rouvert ses 3 agences dans le pays, à Bamako, Mopti et Sikasso. L'ensemble des opérations ont repris. La BCEAO avait fermé ses agences pour des raisons de sécurité après le coup d'État intervenu dans le pays le 18 août dernier. Et sur la situation au Mali, les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent vendredi en visioconférence. La réunion initialement prévue aujourd'hui a été reportée. Elle fait suite aux discussions d'une délégation de la CEDEAO avec la junte au pouvoir. Et la Côte d'Ivoire, c'est non pour Laurent Gbagbo. Il ne pourra pas se présenter à la prochaine présidentielle. Le tribunal de première instance du plateau à Abidjan a confirmé la décision de la commission électorale de retirer le nom de Laurent Gbagbo de la liste des électeurs. N'étant plus électeur, il ne peut être donc candidat. La raison de cette radiation est la condamnation de Gbagbo en son absence par la justice ivoirienne. Condamnation à 20 ans dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Économie pour terminer, aujourd'hui et demain jeudi, l'Assemblée générale de la Banque africaine de développement, elle se tient en mode virtuel du fait du coronavirus. Le thème de l'AG est d'ailleurs lié à la pandémie. Comment reconstruire l'Afrique après la pandémie? Les 54 pays africains et les 27 pays non africains, membres du conseil d'administration, vont aussi choisir un nouveau président. Le Nigeria Akumi Adesina est le seul candidat en lice. Le journal international était présenté par Georges Diop. Merci. RFM Sport. Les sports, le journal de Cheikh Tidiane Diagne. Bonjour Cheikh. Bonjour à vous Babacar, bonjour à tous. À la une, Lionel Messi, après l'annonce de son départ du FC Barcelone, ça fait objet de plusieurs controverses et déjà des convoitises. Oui, des écuries européennes sont annoncées pour enrôler le prodige argentin, notamment Manchester City. Mais attention, le Paris Saint-Germain serait aussi en embuscade. Soletcham nous fait le résumé sur les dernières actualités concernant la Bulgarie. Après la révélation de l'envie de Lionel Messi de quitter le FC Barcelone, une motion de censure a été déposée contre la direction du Barça ce mercredi. Un appel circule par ailleurs sur les réseaux sociaux pour demander aux supporters mécontents de se rassembler à 19h afin de demander la démission de Bartomeu. Une petite centaine d'entre eux s'étaient déjà rassemblés hier sous les fenêtres du bureau du très critiqué président, tant l'annonce de Lionel Messi avait provoqué un séisme. D'après la presse sportive espagnole, Messi a rencontré le nouvel entraîneur du Barça, Ronald Koeman, la semaine dernière et lui aurait indiqué qu'il se voyait plus à l'extérieur qu'à l'intérieur du club. Koeman a ensuite, selon la presse spécialisée catalane, communiqué lundi au grand ami de Messi, l'attaquant uruguayen Luis Suarez, qu'il ne comptait pas sur lui pour la saison prochaine, ce qui a sans doute précipité les envies de départ de l'Argentin. Un énorme tremblement de terre se préparait donc et ce mercredi, tout le monde se demande où pourrait aller Messi. Une priorité existerait, Manchester City. En effet, rejoindre les Citizens
Citizen serait l'envie de Lionel Messi ou des retrouvailles avec Pep Guardiola pourraient alors se faire. Prochainement, Lionel Messi pourrait donc débarquer à Manchester City. Mais visiblement, la star du FC Barcelone ne voudrait pas y débarquer seul. En effet, selon les informations de Jorge Nicola, un journaliste brésilien, Lionel Messi aurait d'ores et déjà appelé Neymar pour lui demander de le suivre chez les Citizens. Messi n'aura donc patienté que quelques heures avant de prendre et d'annoncer sa décision de partir. Elle semble irrévocable, même si, de sources espagnoles, un départ du président Josep Maria Bartomeu pourrait encore changer la donne. Un grand patron Messi. La suite du journal des sports, cher Tigane, on retourne en Mauritanie. Le foot local, tout reprend dans quelques jours. Oui, le 4 septembre exactement, et cela après plusieurs mois d'arrêt dû à la pandémie du coronavirus. Au moment de l'arrêt de la compétition plutôt, il restait encore 7 matchs. Les précisions de notre confrère Abba Diédhiou, membre de la cellule communication de la Fédération mauritanienne de football, aussi fondateur du site Super D1 Mauritanie. Chaque club est autorisé à amener 35 personnes et ces 35 personnes doivent quand même respecter le protocole sanitaire mis en place par la Ligue nationale et la commission médicale de la FFRIM. Donc les clubs ont repris les entraînements depuis le 5 août, même si d'autres quand même comme le FC Tabrazena, l'AS Police et l'AS Armée de la 2e division ont quand même anticipé. Bon, c'est sûr que le coup d'envoi de la 20e journée du championnat sera donné vendredi 6 septembre. Donc on aura quand même des affiches quand même alléchantes, comme le FC Tabrazena, leader, qui va essayer de consolider son rang de leader face à l'AS Zigzag, qui est une équipe joueuse où l'excellent gardien sénégalais Cheikh Diagne évolue. Donc cette 20e journée aussi se poursuivra le samedi 5 et va prendre en fin le dimanche 6 septembre. À noter aussi que la Ligue a procédé à quelques amendements. Les rencontres se joueront en huis clos et seront retransmises en direct sur la chaîne TV de la FFRIM, Ariadia. Voilà, à l'instant donc, notre confrère Abba Diédhiou qui revenait sur la reprise prochaine du championnat mauritanien. C'est pour le 4 septembre exactement, Babacar. Cher Tigane Diagne. RFM, la radio de toute l'actualité. Il est 12h32, le grand journal sur RFM. C'est l'heure de Coronews, notre rubrique consacrée à l'évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, en Afrique et dans le reste du monde. Le monde est en passe de franchir le cap des 25 millions de cas confirmés de coronavirus. La situation est toujours particulièrement inquiétante du côté de l'Amérique latine, au Pérou, en Argentine, au Mexique et au Brésil, où le nombre de cas de décès explose, 1000 morts en 24 heures. L'Organisation mondiale de la santé montre tout de même un ralentissement de l'épidémie dans la plupart des régions, en particulier sur le continent américain. Les États-Unis, où le nombre de cas augmente au quotidien, plus de 30 000 cas recensés ces dernières 24 heures. Au Mexique, l'épidémie progresse. Le roi Mohamed VI, ailleurs, affiche son inquiétude face à la multiplication des cas d'infection du Covid-19. Le Maroc est le 3e pays africain le plus touché par la pandémie. Explosion de cas également en Italie, en Angleterre et en Espagne. En Inde, le bilan s'alourdit et dépasse l'Angleterre en nombre de morts et devient le 4e pays le plus endeuillé. En Allemagne, des chercheurs ont pris les devants en organisant un concert géant, une simulation avec près de 2000 participants, l'objectif étant d'analyser les risques de transmission du virus et obtenir des éléments pour déterminer la meilleure organisation possible afin de prévenir de nouvelles contaminations. Augmentation des cas également au Venezuela, tout comme au Japon. Pendant ce temps, les nouveaux cas remontent légèrement en Belgique, là où la Chine note 14 nouvelles contaminations. Les autorités chinoises ont décidé tout de même ce mercredi d'assouplir les conditions d'entrée pour les étrangers. La Corée du Sud est à plus de 300 nouveaux cas ce jour. Situation également inquiétante au Pérou. L'Afrique également toujours dans une mauvaise passe. Le continent reste toujours infecté et dépasse les 500 000 cas. L'Afrique du Sud occupe et reste au peloton de tête des pays les plus contaminés par le virus SARS-CoV-2. C'était Coronews, une présentation de Binta Diallo. RFM, midi 34, et la revue de presse Georges Détié Diop.
un consensus sur la suspension du parrainage aux prochaines élections locales. Les acteurs politiques présents au dialogue se sont entendus sur la question. Les journaux s'en font d'ailleurs l'écho, et largement. Le Quotidien et Sud Quotidien semblent s'être passé le mot et parlent de local sans parrain, selon le Quotidien, sans parrainage aux yeux de Sud Quotidien. Pour l'As, le parrainage saute. Les Échos affirment que le parrainage est supprimé, mais soulignent que le mode d'élection des adjoints au maire est maintenu. Le journal nous apprend aussi que les questions relatives au bulletin unique et à la caution vont être examinées après évaluation du processus électoral. Pour ce qui est de la présidentielle et des législatives, le journal Le Quotidien indique que les choses restent en suspens et Sud Quotidien de préciser que les acteurs politiques engagés dans le dialogue ont retenu de soumettre la question de la suppression du parrainage aux élections législatives et à la présidentielle aux experts indépendants qui seront chargés de l'audit du processus et du fichier électoral. En attendant, les journaux informent que le rapport d'étape sera remis ce matin au président du comité de pilotage du dialogue national, Famara Ibrahima Sagna, ce que confirme l'Observateur. Selon mon confrère, la création d'un observatoire de la démocratie, la suspension du parrainage pour les élections locales, le maintien du mode d'élection des adjoints au maire, entre autres, constituent les grandes lignes des accords du général Niang. Qu'en est-il du débat relatif au mandat? Le Témoin s'exclame: le troisième mandat de Macky Sall déjà validé par le Conseil constitutionnel. Et pour cause, le journal se fonde sur des avertissements de spécialistes du droit. Maître Souley Makodou Fall, avocat au barreau de Paris, et le professeur de droit constitutionnel Babacar Gueye. Selon eux, rien ne semble s'opposer du point de vue du droit à un troisième mandat du président Macky Sall. Un coup d'œil encore dans l'Observateur. Il est surtout question de la rentrée universitaire en temps de pandémie de coronavirus. Mon confrère fait état d'une reprise de tous les risques. L'Obs évoque le manque d'eau et la promiscuité qui font que le protocole est réajusté. Le Point avant la reprise prévue mardi prochain. Saint-Louis, Diourbel et Thiès sont prêtes pour le 1er septembre, si l'on se fie à l'Observateur. Report à Ziguinchor, Dakar se prononce aujourd'hui. À la une de Source A, l'État cherche nouveau concessionnaire après le retrait prochain des Chinois de la gestion de l'autoroute Ila-Touba. Seulement, Source A indique que les candidats à la gestion doivent avoir un chiffre d'affaires d'au moins 40 milliards durant les 5 dernières années dans le domaine de l'exploitation ou de la gestion et de l'entretien d'infrastructures routières, autoroutières ou ferroviaires. Ils devront aussi se prévaloir d'avoir exécuté au cours des 15 dernières années de 2005 à 2019 2 contrats d'exploitation d'autoroutes ayant généré chacun au moins 20 milliards. Affaire à suivre. L'autre autoroute à péage, l'autoroute Dakar-Diamniadio-AIBD, l'ancien ministre Thierno Alassane Sall charge le concessionnaire Senac. C'est dans son livre Protocole de l'Élysée, confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole. Vox Populi, qui a jeté un coup d'œil dans l'ouvrage, rapporte son propos selon lequel l'opérateur se comporte comme à l'époque où les seigneurs faisaient payer suivant leur seul bon vouloir l'usage des voies dans leur fief, et qu'à l'image d'un baron dans sa seigneurie, il a trouvé beau et bon de baptiser l'autoroute de son propre nom de famille, Senac SA. Un focus sur la série de meurtres et de morts atroces. Enquête constate que la violence a investi la sphère familiale avec des scènes atroces de meurtres et de violences domestiques et conjugales. Une nouvelle parenthèse de folie collective selon le journal qui a recueilli l'avis du psychosociologue Ousmane Ndiaye. Il souligne que la famille sénégalaise, qui était large, est en train d'éclater littéralement. Il y a énormément de conflits selon lui. Ce dossier d'enquête fait suite à l'affaire du colonel de douane qui a tué sa fille. L'Observateur livre les secrets de sa vie, le processus de socialisation de Mohamedou Sall, son parcours académique, son rapport avec la religion. C'est à la page 9 de l'Observateur. Dans le journal Le Soleil, à lire les nouvelles addictions des enfants. Il s'agit des smartphones, des tablettes, entre autres. Un spécialiste avertit qu'il y a un risque de déficit d'attention chez l'enfant. Les sports. Pour terminer, Lionel Messi occupe les unes des journaux spécialisés. L'Argentin veut quitter le FC Barcelone. Messi veut partir, mais où, s'interroge le journal Record. Stade est plus catégorique et s'exclame: Messi veut quitter le Barça. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous?
Il est midi et 39 minutes. Le débat du jour porte sur les inondations, les plans d'assainissement du Sénégal. Cette nouvelle saison de pluie a encore mis à nu les différentes difficultés auxquelles sont confrontées plusieurs villes, plusieurs quartiers du pays. Pour en parler, Abdou Samad Diouf, président du mouvement Zéro Inondation, et Pedre Si, directeur de l'exploitation de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Bonjour Abdou Samad Diouf. Oui, bonjour, M. Fall. Quel est l'état des lieux à ce jour? Voilà, bon, avant tout, nous allons remercier le bon Dieu et de vous remercier vraiment infiniment pour le bon travail que vous êtes en train de faire, un travail remarquable à magnifier et à saluer. Et donc, la situation d'aujourd'hui vraiment est très compliquée au niveau de la banlieue. Donc, vu les pluies passées, donc par manque d'assainissement au niveau de la banlieue, parce que c'est un constat que tout le monde c'est un constat que nous sommes en train de faire, de voir. Pour être précis, quelles sont les zones les plus touchées? Non, les zones les plus touchées au niveau de la banlieue, c'est particulièrement la commune de Diamaguène-Sicap-Mbao. Donc, la Diamaguène-Sicap-Mbao, sur 70 quartiers, pratiquement, au moins les 70 sont inondés. Donc, c'est des problèmes que nous sommes en train de vivre depuis presque tant d'années. Bien, on a les mêmes remontées de plusieurs localités du pays. Pedre Si, bonjour, merci de participer à ce débat. Est-ce que vous faites la même photographie? Bon, moi, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, pour la banlieue principalement, il y a eu des investissements qui ont été faits de 2012 à maintenant. Dans beaucoup de zones actuellement, comme je dis, il y a où on a vraiment des réseaux. Si vous allez peut-être à Djonkrop, à Motoise, Samsam Tenbi, Guissapot, Amdalaï, là-bas on a ça c'est dans le Guédiawaye. Hein. Oui, des infrastructures qui sont là. Des infrastructures qui sont là. Si vous allez au niveau de cimetière Tiaroui, les cimetières Tiaroui, vous n'entendez plus le problème. Pourquoi à Diamaguène-Sicap-Mbao, à la ZAC de Mbao et dans plusieurs autres quartiers de Dakar, vous faites des investissements depuis 2012, vous faites la corrélation avec l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Pourquoi ça persiste dans ces zones où le problème reste entier? Non, vous savez, il y a eu des améliorations. J'ai dit de 2012 à maintenant, vous savez, en 2012, vous savez, on déplaçait même les populations pour les amener dans les écoles. Maintenant, de moins en moins, dans les zones où les gens ont eu à faire des investissements, des ouvrages structurants, on ne voit presque plus ces phénomènes-là. Alors, Abdou Samad Diouf, oui, je reviens à vous, Pedre Si. Juste une question à Abdou Samad Diouf, président du mouvement Zéro Inondation. Comment les populations, les habitants de ces quartiers inondés, comment vivent-ils ces habitants, ces inondations? Comment vous faites? Non, difficilement. Difficilement, parce que nous sommes en train de faire du pompage actuellement au niveau des quartiers. Donc, avec des motopompes que nous, chaleureusement, nous remercions davantage le gouverneur de la région de Dakar qui nous a appuyés, des moyens avec les sapeurs-pompiers. Mais actuellement, les gens sont en train de souffrir parce que si tu viens dans la commune de Diamaguène-Sicap-Mbao, pratiquement les grandes artères, les gens commencent à patauger. Donc, je ne partage pas l'idée avec le directeur de l'ONAS parce que même les canalisations qui sont là, qui ne fonctionnent pas carrément. Donc, à Diamaguène-Sicap-Mbao, pratiquement, c'est des canalisations bidons qui ne fonctionnent pas actuellement. Et à Diamaguène-Sicap-Mbao, sur une superficie de 7,3 km², là où tu passes, il y a de l'eau. Les maisons sont abandonnées. Depuis 2005, on vit la même situation. Et actuellement, il est temps que l'État prenne ses responsabilités de canaliser la commune de Diamaguène-Sicap-Mbao. Pourquoi le système d'assainissement ne marche pas dans ces quartiers? Question à Pedre Si. Allô? Oui, Pedre Si. Pourquoi le système existe physiquement dans des localités où ça ne marche pas? Non, pour les localités où il existe un système, on a fait le curage. Les opérations de curage ont été démarrées depuis le mois d'avril. Je prends l'exemple de Diamaguène-Sicap-Mbao. La route maintenant de Tali Mamdiara, on a fait le curage sur ce tronçon-là depuis de 2 km et quelques. C'est ça qui a permis aux sapeurs de pouvoir pomper dans ces points-là maintenant, de pouvoir mettre sur le réseau pour que ça aboutisse au niveau de la station de pompage de ville. Et à partir de Guissapot, on pompe maintenant pour aller en mer. Le phénomène dépasse Dakar. Il a beaucoup plu ce matin dans plusieurs régions du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des urgences sur lesquelles vous travaillez rapidement avant que ça ne s'aggrave davantage? Je prends l'exemple de Kaolack où le projet de Diville est en train de prendre en charge
la partie eau pluviale. Si vous allez à Kaffrine aussi, on est en train de mettre en place des ouvrages. Maintenant, en attendant, on a mis ce qu'on appelle des dispositifs transitoires maintenant pour pouvoir prendre en charge les problèmes-là. Si vous allez à Touba, il y a des investissements qui ont été faits et il y a des investissements Quelles sont ces dispositions transitoires, pompage, déversement dans des... comment on l'appelle, ce que vous avez fait à Guédiouaï, de grands trous pour accueillir toutes ces eaux, c'est ça? Non, c'est plutôt des systèmes de pompage amovibles qu'on met en place. Mais pour Guédiouaï, comme je dis, c'est des zones où on a des réseaux. Si vous allez à Gouy-Sapot, comme je dis, à Gouy-Sapot, à Djunkrop, à Mont-5, c'est des zones où on a un système de réseau et des stations de pompage. Ce sont des systèmes structurants. Et tous ces systèmes-là, les eaux sont pompées maintenant pour être envoyées en mer. Maintenant, dans d'autres zones où peut-être il n'y a pas de réseau, il y a une possibilité que les gens pompent et les remettent dans notre réseau. Et nous, à partir de notre réseau, on fait le relais maintenant pour faire le pompage. C'est ce link-là qu'on est en train de faire avec les sapeurs et puis maintenant avec les autres. Ils font le pompage, ils le remettent dans le réseau existant. Et nous, à partir du réseau, nous, on prend le relais maintenant pour envoyer les eaux en mer. Bien. Voilà. On va poursuivre le débat tout à l'heure dans le grand journal en Wolof de Barthélémy Ngom. Merci Pedre Si, directeur de l'exploitation de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Merci à Abdou Samad Diouf, président du mouvement Zéro Inondation, mouvement qui a été mis sur pied en banlieue dakaroise. Il est 12h45. Merci d'avoir écouté ce grand journal. Aliouba était à la régie. Merci à Papoumar Diaw, régisseur d'antenne, et à Penda pour le digital. Restez avec nous, les programmes continuent. Et allô, présidence, tout de suite. président ci ko do ko la banak sant ko résidence victoire président de la République ci par la République mu résidence du président de la République bi nga xam ne mooy demeure historique situé dans la quartier Dakar plateau capitale du Sénégal construit en 1902 mu nekk la résidence officielle du gouverneur général